centre du Marin. J'y suis né, madame. J'ai passé l'essentiel de ma vie. Je suis né peu avant que mes parents, le docteur Bruce, Madeleine Bruce, tous les deux médecins, soient nommés pour faire repartir la boutique. Je suis né un an après. Et je suis resté jusqu'à ce que mes parents s'en aillent. C'est-à-dire que c'est une maison que je connais bien et que j'aime beaucoup. À l'époque, ça s'appelait sanatorium maritime. C'est-à-dire que l'objet du centre héliomarin futur, c'était à ce moment-là de recevoir des malades atteints de tuberculose. Et depuis 82, je crois, ou 86, sa date d'ouverture, le SANA, et d'ailleurs ce nom est resté, curieusement. Le SANA était destiné à recevoir des malades tuberculeux. C'était en général de jeunes personnes, disons 15-20 ans, et on estimait que le soleil, la plage, une vie aérée pourrait aider à la guérison de cette horrible maladie, car à ce moment-là, elle n'était pas soignable, elle n'est devenue curable que avec la naissance des antibiotiques, en particulier la streptomycine, juste après la guerre. À ce moment-là, le nombre de malades a beaucoup diminué, et donc il a fallu s'occuper d'autre chose. C'était toujours le SANA, et on a fait venir des enfants de 3 à 5 ans, disons, qui venaient là pour se refaire une santé, on va dire. Bien nourris, bien logés, au soleil, avec la plage. Ces enfants arrivaient, disons, dans un état général, disons, médiocre, et ils se refaisaient une santé. À l'époque, il y avait une école maternelle et primaire. Il y a eu M. Koussan qui a enseigné là. Il y a eu Madame Sagols qui nous a quittés récemment, malheureusement. Elle était d'une sévérité totale. Et moi qui étais un élève médiocre, je suis souvent allé puni dans le coin avec le bonnet d'âne sur la tête, un vrai bonnet d'âne en tissu. C'était une humiliation terrible. Mais elle m'a appris à lire et je lui en serai toujours reconnaissant, bien entendu. Donc après cette période où il y avait encore des jeunes enfants, mais la direction a décidé de s'occuper, disons, des nourrissons. C'est-à-dire des enfants beaucoup plus jeunes, de 2 à 4 ans, disons, qui étaient en très mauvais état général. On disait qu'ils étaient rachitiques, c'est-à-dire que, en raison de conditions malsaines, disons, de vie, dans les faubourgs, disons, des grandes villes, la France sortait à peine de la guerre, leur développement osseux se passait dans des conditions déplorables. Ils avaient les jambes marquées, et d'autre part, ils étaient probablement mal nourris. Et donc un besoin impérieux dans les années 50 existait pour qu'on prenne ces enfants en charge. Parce que à ce moment-là, les centres de prévention PMI n'existaient pas. Et donc ces enfants étaient dans leur milieu souvent très pauvre, laissés un peu à l'abandon. Ils venaient, on a essayé de les faire venir à Bagnoul. Et on a créé pour ça une nouvelle activité. Et pour les recevoir, il a fallu tout détruire, pratiquement, et tout reconstruire. C'est pas la première fois que ça se passe, puisque ça va se faire. Ça se fait encore actuellement. Donc vous voyez, c'est la destruction créatrice. Donc à ce moment-là, on a quasiment tout détruit, ou réaménagé les bâtiments. Le dernier fait, le plus beau, si je puis dire, c'est le bâtiment qu'on appelait du docteur Roger, qui est sur la colline qui domine le SANA. On leur a donné des noms de médecins, docteur Roger, docteur Chauffard, et d'autres également.
ont été des donateurs. Et on leur a donné le nom d'un des pavillons. Par exemple, le pavillon Bardou, un donateur catalan bien connu ici. Donc il y avait tous ces pavillons qui ont été recréés, reconstruits, alors que les petits malades étaient là en même temps. C'était donc une tâche absolument titanesque de construire ces bâtiments en quelques années et de recevoir en même temps les petits malades. On l'a fait. Et au-delà de ces pavillons, docteur Barthès, docteur Lenné, il y avait aussi toute une série d'installations de back-office, si je peux dire, pour faire marcher l'ensemble. Il y avait en particulier une buanderie. Il y avait bien 20 personnes qui travaillaient dans la buanderie. Vous vous rendez compte ce que c'est que de laver les couches pour 300 nourrissons. Des couches en coton qu'il fallait laver tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Donc il y avait toute une équipe très importante qui travaillait à ce qu'on appelait la buanderie. Il y avait d'autre part un service d'atelier où il y avait des hommes qui étaient là pour faire face à tous les problèmes type canalisation, chauffage, etc. Il y avait une pharmacie centrale. Bref, c'était tout un équipement généralisé. Et tout ça a été terminé, disons, dans les années 60, on pouvait partir. On pouvait continuer, disons, à développer cet ensemble. Et finalement, ça s'est développé comme prévu. Et on est arrivé à avoir jusqu'à 300 malades, 300 petits malades, 300 petits rachitiques, très faibles. Ils arrivaient à 4 kilos alors qu'ils auraient dû, pour certains, les plus âgés d'ailleurs, alors qu'ils auraient dû en peser 6, si vous voulez. Donc c'était des enfants extrêmement malins qui n'avaient pas de maladie à proprement parler, mais dont l'état général était absolument déficient, au risque même qu'ils ne meurent s'ils étaient restés chez eux. Et d'autre part, il y avait quand même ce problème de rachitisme, c'est-à-dire un manque de vitamine D finalement, un développement osseux très incomplet, si vous voulez, qui fait que les os se courbaient d'ailleurs quand les enfants commençaient à marcher parce qu'ils n'avaient pas la résistance nécessaire. Pour s'occuper de ces 300 enfants, il y avait un personnel de 300 personnes. Rendez-vous compte. Alors, ces 300 personnes, d'abord, elles ne travaillaient pas 24 heures sur 24. Ensuite, il y avait les services d'entretien, les services de buanderie, comme je l'ai dit, la pharmacie centrale, etc. Mais enfin, les 3/4 de ces 300 personnes étaient composés par du personnel soignant. Le personnel soignant était en partie logé sur place et en grande partie habité à Banyuls. Bien entendu également le personnel de buanderie, etc. Et tout ce petit monde faisait le trajet 2 fois par jour, voire 4 fois. Car certains travaillaient le matin, rentraient à midi et revenaient travailler. Donc rendez-vous compte, tout ça paraissait tout à fait normal, ça se faisait à pied. Il n'y avait pas de véhicule à ce moment-là, personne n'utilisait le vélo. Et donc, la plupart de ce personnel faisait jusqu'à 5 ou 6 km par jour, ou 7, parce que pour aller, disons, du Font-Tollet jusqu'au Centre Marin, ça fait plus de 2 km. Si vous le faites 4 fois par jour, vous voyez, et ça paraissait tout à fait normal, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'était comme ça, c'était la vie. Ensuite sont arrivés les vélomoteurs. Alors là, dès que le vélomoteur s'est développé, beaucoup de membres du personnel venaient en vélomoteur. Bon. Et puis l'automobile en fin de parcours, à la fin, à la toute fin. Et donc ce personnel qui n'hésitait pas, disons, à faire face à la pluie ou à la neige ou aux intempéries, venait à pied donc.
il était toujours à l'heure. Il était toujours à l'heure. Pourquoi? Parce que dans cette structure, si vous voulez, la direction avait réussi à imposer une discipline de fer. Il faut le dire. Vous ne pouviez pas arriver 1 minute en retard sans être sanctionné ou aller au bureau de la direction et vous en preniez pour votre grade à ce moment-là. Etc. Vous cassiez un thermomètre, il fallait le justifier et vous alliez au bureau de la direction pour justifier le fait que vous aviez cassé un thermomètre. Vous voyez, ça paraît autre temps, autre mœurs. Ça paraît aujourd'hui étonnant, mais en attendant, ça tournait. Et pourquoi? Parce que la politique de la direction était extrêmement stricte, mais elle était juste. Et le personnel le ressentait comme tel. Tout le monde marchait droit. Et personne n'essayait de passer au travers. Il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de chicaning, il n'y avait pas de... Tout le monde était... C'était une vie sereine. Une vie sereine, madame, je vous le dis. Une vie sereine. Et les gens, j'ai envie de dire, étaient heureux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça marchait bien. Et quand vous travaillez dans un ensemble où ça roule, si je puis dire, vous êtes beaucoup plus heureux que de travailler quelque part où c'est la pagaille. D'autre part, les conditions de travail étaient plutôt bonnes, les bâtiments étaient neufs, le personnel était jeune en général, pendant la coupure par exemple de midi, disons, ils arrêtaient en général à midi, ils allaient déjeuner, enfin au moins pour le personnel soignant, ils allaient déjeuner et ils étaient disponibles jusqu'à 3 heures. Et donc en été, une bonne partie de ce personnel, en toute logique, en été, au printemps et même jusqu'en automne, elle est à la plage. Ils allaient buller un peu avant de reprendre le service à 13 heures. Et donc à la plage, vous aviez 20 ou 30 jeunes femmes, jeunes filles, plus charmantes les unes que les autres, vous allez s'imaginer, qui prenaient son petit bain. Et je dois dire que je n'y ai pas été insensible, puisque c'est là où j'ai trouvé ma femme, Jacqueline, qui m'accompagne aujourd'hui encore. Donc la vie au Sana était plutôt, je dirais, agréable. Les salaires étaient plus élevés qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que le Sana était rattaché, le Sana qui d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, à ce moment-là ne s'appelait plus Sana, il s'appelait Centre héliomarin de protection infantile, car l'objet n'était plus de recevoir des tuberculeux, mais des enfants dont je vous ai décrit l'état de santé. Donc, dans toute cette atmosphère, y compris au point de vue social, disons, ça se passait bien, c'était cool. Même avec une discipline de fer, si vous voulez, qui était acceptée parce que on sentait que, parfois, elle était quand même juste. Donc la vie au Sana a été très très sympa, ça s'est très très bien passé jusque dans les années, je dirais, 70. Pourquoi? Parce que le nombre de petits malades s'est fait plus rare. Pourquoi? Parce que le niveau de vie a augmenté. Des centres de PMI, c'est-à-dire de protection infantile, ont été créés un peu partout. Et bien entendu, on a considéré à ce moment-là qu'il n'était pas légitime de séparer les enfants de leurs parents, même si c'était pour des questions de maladie. Et d'autre part, les soins se sont rapprochés, si vous voulez, des malades, si je puis dire. Donc, les premiers problèmes, disons, du centre héliomarin sont apparus à ce moment-là. Problème de recrutement. Qu'est-ce qu'on fait si les malades disparaissent? Et c'est un problème qui, finalement,
n'a jamais été résolu. Au départ, on a essayé de trouver des jeunes enfants beaucoup plus âgés dans ce cas-là, 4, 5, 6 ans, dans le département. Ça ne pouvait pas remplir l'établissement, vous vous rendez compte. On était à 300 nourrissons avec 300 personnes pour s'occuper d'eux. On ne pouvait pas faire tourner là quelques enfants du département. Donc on a fait rentrer des handicapés. Là, il y en avait malheureusement. Il y en avait tant qu'on voulait. Mais enfin, l'établissement n'était pas fait pour ça. Les grandes cures, ces grandes terrasses où on mettait les enfants pour profiter du soleil, c'était pas adapté. Donc ça a permis de tenir un peu, mais la situation n'était plus la même. À ce moment-là, la direction initiale qui a fait tout ce travail considérable jusque dans les années 70, j'espère ne pas dire de bêtises. Non, plus que ça, plus tard. 72, 73. Donc cette direction, ma famille donc, est partie. Et elle est partie alors que le centre héliomarin tenait la route. Mais c'est vrai que l'avenir n'était pas totalement rose. D'autres ont pris la direction à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, le centre héliomarin est en voie de déconstruction pour un autre avenir. Vous comprendrez que j'en ressens une émotion terrible. Regardez, ça se voit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à vous en parler finalement. Et j'ai envie de dire que le centre héliomarin, c'est fini. Et souhaiter, disons, bonne vie, bonne chance au nouvel établissement qui est en train de se créer.